concurrence chinoise est montée en gamme. Ils font des produits maintenant, parfois même mieux que nous, à 40% moins cher. L'idée de ces patrons, c'est de croire qu'on peut les rattraper en compétitivité. Mais c'est impossible. En fait, c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie globale. Nationale, même européenne, il n'y a pas de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire de l'automobile? Est-ce qu'on veut que ce soit la mobilité du futur, oui ou non? Et il y a un moment, on sera dépendant de celui qui sait faire. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance, on candidate à la TNT francilienne. La télévision gratuite est trop importante pour le pluralisme et l'accessibilité pour être laissée aux seules mains des grands groupes. Toutes nos équipes, nos techniciens, techniciennes et journalistes sont prêtes. Des millions de citoyens et citoyennes attendent désormais le feu vert de l'Arcom. On a besoin de vous dans ce combat. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme cette semaine, l'usine Stellantis arrête de fabriquer des voitures et on revient sur la fraude sociale qui a augmenté. C'est parti. L'usine Stellantis de Poissy arrêtera de fabriquer des voitures à partir de 2029, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Pas de licenciement prévu, promet le géant automobile, mais une diversification des activités, pièces détachées, reconditionnement de véhicules d'occasion, économie circulaire. Et à partir de 2029, les ouvriers prépareront aussi des voitures et petits utilitaires pour les artisans et flottes d'entreprises. Il y aura aussi une activité centrée sur l'impression 3D, précise France Info. Une enveloppe de 100 millions d'euros est prévue pour accompagner la transformation du site. Thomas, entre ça, ce qu'on vient d'apprendre, et Renault qui annonce par exemple la réduction de 15 à 20% de ses effectifs d'ingénieurs d'ici 2 ans, qu'est-ce que ça annonce sur l'avenir de l'automobile en France ? Ça annonce quelque chose d'assez inquiétant en fait. On se rend compte que les 2 gros constructeurs français sont dans une stratégie très clairement de baisse des coûts. Et c'est quoi une stratégie de baisse des coûts en fait ? Quand on regarde, vous pouvez baisser les coûts par des améliorations de process qui ont déjà été faits depuis 20 ans. Et il faudrait peut-être un jour s'interroger sur ce que ces améliorations de process ont entraîné en termes de baisse des coûts. Vous pouvez baisser les coûts sur le prix des matières premières, etc. Ce n'est pas le moment avec l'inflation. Et vous pouvez baisser les coûts sur les baisses des effectifs salariés. Et là, c'est un petit peu ce qui est prévu chez les 2 gros constructeurs. Donc moi, je trouve ça très inquiétant parce qu'on nous a beaucoup dit pendant le Covid qu'il fallait réindustrialiser. On nous a dit que la souveraineté, c'était important, qu'il fallait avoir des plans un peu de long terme. On a mis en place un commissariat au plan. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours la même chose. Il faut baisser les coûts. Et qui va subir l'ajustement ? C'est le salarié. Donc, grosso modo, les plans des 2 constructeurs, c'est faire mieux, faire plus vite, mais avec moins. Donc à la fin, c'est l'avenir plutôt incertain pour les salariés. Pourtant, Stellantis promet une diversification et aucun licenciement. Pour le moment, à voir, parce que là, c'est une reconversion de l'usine. Mais qui dit reconversion dit probablement des mouvements de salariés. Et puis, quand on regarde les dernières années, de manière globale, les effectifs des 2 constructeurs ont très fortement baissé. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'on s'attaque. Alors, les ouvriers, il y a une grosse partie chez Renault, par exemple, à Boulogne, qui a fermé. Mais là, on voit qu'on s'attaque quand même aux ingénieurs, donc à toute la partie innovation. Donc, il y a une volonté quand même d'être dans la compétition mondiale toujours en compressant les coûts. Et ça, c'est un problème. La production, maintenant, elle se fait ailleurs et on compresse les coûts. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que même si Stellantis promet une diversification et aucun licenciement, tout d'abord, c'est quand même un arrêt de la production de voitures. Oui. Donc, dans quelques années, on peut dire, en fait, on n'a plus besoin de la diversification. Et la deuxième chose, c'est qu'avec les départs à la retraite, il restera 1200 ouvriers dans l'usine de Poissy à la fin de l'année 2028, quand les dernières lignes de montage s'arrêteront définitivement, ce qui, selon la direction de Stellantis, permet d'éviter tout départ forcé. Aujourd'hui, le site compte 1925. Donc on passe quand même de 1925 ouvriers à 1200. Il n'y a pas de licenciement, mais on ne remplace pas les départs. Donc dans tous les cas, il y a une baisse de l'effectif. Exactement. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que l'industrie automobile, c'est une des dernières industries qui arrive à se maintenir avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire avec des espèces de licenciements, des délocalisations de certaines productions, le fait de ne pas renouveler des travailleurs, etc. Donc les effectifs ont diminué. Mais elle a mieux résisté, par exemple, que le textile qui s'est fait complètement balayer. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que les dirigeants ont comme projet, finalement, d'accompagner. Alors au début, c'est la production des petites voitures. Vaut mieux les produire, je sais pas moi, en Roumanie ou dans les pays du Maghreb, c'est moins cher. Et puis
on nous dit oui, mais alors vous en faites pas, les productions se délocalisent, parce que c'est comme ça partout dans le textile, mais c'est la courbe du sourire, on appelle ça en économie, c'est-à-dire tout ce qui est en bas, les productions se délocalisent, mais en haut, tout ce qui est innovation, marketing, recherche, ingénierie, ça reste. Et là, on voit qu'on s'attaque aussi au haut. Donc, on a très bien compris que pour un bien quand même assez important, on va dire, l'automobile, le but, c'est d'aller plutôt voir à l'extérieur ce qui se passe et de laisser la production, finalement, se dépérir tranquillement en France. Et après, on parle le savoir-faire, les machines, etc. Exactement. C'est la même histoire que Renault qui, après avoir fermé ses usines d'ouvriers il y a plusieurs années, ou plutôt tout envoyé chez des sous-traitants, comme ça passe ça passe mieux médiatiquement quand on ferme un sous-traitant. On voit aussi que chez Renault, maintenant, on s'attaque même à l'ingénierie. Déjà, il faut voir, par exemple, les concurrents chinois, BYD, ils ont des dizaines de milliers d'ingénieurs. Je me souviens même, à l'époque, du patron de Google, l'ancien patron, qui comparait les formations d'ingénieurs en Chine et aux États-Unis. Il disait, attention, les Chinois ont 4 fois plus d'ingénieurs. Donc, quand on touche les ingénieurs, c'est qu'on touche vraiment la dernière partie. C'est-à-dire, ils ont déjà fait en sorte de délocaliser une partie de la production, etc. Là, on va toucher à ce qui permet de l'innovation ou de la technique. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va perdre en compétences. Il y aura moins d'ingénieurs. Ils vont être remplacés par des ingénieurs indiens, roumains, peut-être des technologies qu'on va acheter aux Chinois. Donc, on va perdre en compétences, on va perdre en effet d'apprentissage. Et il y a un moment, on sera dépendant de celui qui sait faire. Et c'est déjà le cas sur, par exemple, toutes les batteries électriques. C'est déjà le cas sur un certain nombre d'innovations. Et ça, c'est problématique. Donc là, ça indique très clairement, quand on s'attaque aux ingénieurs, qu'on s'attaque à la dernière partie qui devait rester en France. Moi, je trouve que c'est une très bonne leçon pour les cadres qui se pensent à l'abri de la mondialisation. En fait, aujourd'hui, c'est à leur tour. Surtout que ce soit Renault ou Stellantis, à chaque fois, il ne licencie pas frontalement, il ne ferme pas officiellement un site d'un coup. Mais par contre, on a vu ces dernières années un gros abandon des sous-traitants. Par exemple, MA France, qui était la dernière usine auto du 93, qui était un sous-traitant de Stellantis. Et puis les fonderies pour Renault qui ont fermé, ont été abandonnées, ont été revendues à des actionnaires qui, eux, ont arrêté aussi. Enfin, il y a eu une sous-traitance, puis un abandon de ces sous-traitants. Oui, tout à fait. Et de toute façon, il n'y a pas de plan. En fait, c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie globale, nationale, même européenne, il n'y a pas de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire de l'automobile? Est-ce qu'on veut que ce soit la mobilité du futur, oui ou non? Nous, on a souvent dit ici, je ne pense pas. Effectivement, la voiture électrique ou la petite voiture plus écolo, ce sera l'avenir de l'automobile, mais je ne suis pas sûr que l'avenir de la mobilité soit uniquement l'automobile. Tu vois, on peut en discuter. Mais il n'y a pas de plan. Donc, comme il n'y a pas de plan, chacun fait sa stratégie individuelle. Et qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? On constate que ces grands opérateurs se sentent concurrencés, notamment par la Chine. Ils sont concurrencés par les États-Unis, mais beaucoup par la Chine. Parce que les gens auto, ils parlent d'une crise, de baisse de vente, de baisse de chiffre d'affaires. Et exactement. Et ce qui est vrai, la voiture, ça baisse quand même en France, et ça baisse aussi parce qu'il y a de la concurrence. Et là, ils voient que les voitures chinoises arrivent, elles ont pris sur l'électrique 10% du marché très rapidement. Donc ça peut être très rapidement 30, 40 et plus à un moment. Et donc, ils ont très peur. Comme ils ont peur de cette concurrence, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais ils ne se cachent même pas de ça. Ils se disent, qui va prendre ce choc? Et ce qu'a dit le patron de Renault, François Provost, il a très bien expliqué que le but, c'est d'assurer aux actionnaires un rendement stable. Donc les actionnaires sont ceux qui sont protégés dans l'entreprise, on leur assure un rendement stable, et ceux qui prennent le choc, c'est les salariés. Donc c'est toujours la même chose. Et là, tu te dis, mais où sont passés ces grands mots de réindustrialisation, de souveraineté, qu'on nous a ressortis comme ça pendant le Covid? Nulle part. Et rappelons que l'État est actionnaire de Renault. Et l'État est actionnaire de Renault, et la BPI, Banque publique d'investissement, est actionnaire de Stellantis. Donc là, c'est quand même particulier. Et si demain, Renault a un gros problème, vers qui va aller voir? Il ne va pas aller voir l'État chinois ou l'État, je ne sais pas moi. Il va aller voir l'État français. On se rappelle des prêts garantis par l'État, des supralégales payés par l'État. Tout à fait. Donc l'important, c'est vraiment déjà, on parlait de planification, il faut que l'État il faut que le gouvernement ait un plan. Et s'il a un plan et qu'il décide que la voiture a moins d'importance à 30 années, je ne sais pas, ou à 15, 20 années, dans ce cas-là, on organise tout ça. Mais là, c'est organisé juste pour préserver ce que touchent les actionnaires.
et puis pour que le choc soit pris par les salariés. Donc c'est organisé assez individuellement. Chacun organise sa sauce individuellement en fonction de la concurrence mondiale. Donc on est dans la mondialisation empire en réalité. Oui, parce qu'en fait, il y a une recherche du profit. Moi, j'aime bien rappeler aussi que Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis, était quand même bien augmenté à plusieurs millions d'euros de son salaire. 66 millions d'euros de salaire. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. Non, il y a aussi le fait que les salariés des fonderies, par exemple, qui donc étaient un sous-traitant de Renault, avant étaient sous Renault, mais ça a été revendu, etc. Donc sous-traitant de Renault. Exactement. Par contre, quand même, donneur d'ordre principal, Renault. Donc ça reste leur patron parce que s'ils arrêtent, l'usine ferme. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans plusieurs fonderies. Les salariés avaient proposé de dire, par exemple, nous, on a une force de fusion qui est assez exceptionnelle, on a le savoir-faire, donc on peut reconvertir l'usine pour faire, par exemple, soit des moteurs de camions moins polluants, parce qu'il restera toujours du transit, soit la fonte pour faire des rails de train, etc. Et tout ça a été abandonné. Et ce savoir-faire, on l'a perdu en France. Et bien sûr donc si demain, d'un seul coup, il y a un gouvernement écolo ou que sais-je, qui se dit je veux développer à fond le train, on ne sait plus le faire en France. Ouais, bien sûr, on ne saura plus du tout le faire très rapidement. Et c'est ça qui est dingue, c'est ce manque de planification. Et ce qui est horrible, c'est que pourquoi elle a été fermée, cette fonderie. Alors bien sûr, peut-être il y a une baisse de la demande, etc. Mais aussi, c'est toujours une question de coût. On nous revient toujours, bah oui, mais la même activité peut être pratiquée ailleurs moins cher, donc ça nous coûtera moins cher. Officiellement, c'était l'argument de l'écologie parce que la fonte et l'aluminium, c'est trop polluant, etc. Oui, bah voilà. Bon, c'est pas polluant donc dans les autres pays. on peut l'importer, mais on peut pas le produire ici. Voilà. C'est ce que ça donne. Mais là, il faut vraiment avoir en tête quelque chose, c'est-à-dire que, par exemple, comme on parle beaucoup de la concurrence, c'est ce que font ces patrons, ils parlent beaucoup de la concurrence chinoise. La concurrence chinoise est montée en gamme. Ils font des produits maintenant, parfois même mieux que nous, à 40% moins cher. L'idée de ces patrons, c'est de croire qu'on peut les rattraper en compétitivité. Mais c'est impossible. Oui, donc, plutôt que de vouloir aller dans cette compétitivité coût, je veux dire, c'est pas possible. Allons dans la protection, protégeons-nous. Tu vois, protégeons-nous, ayons un projet, une petite voiture qui consomme moins, écologique, c'est ce que propose la CGT. Hein. Et c'est ce que dit mon confrère Dominique ce matin aussi. Il dit, il faudrait une voiture. Bah voilà, c'est ce que propose la CGT. Allons là-dedans et protégeons-nous. Parce qu'on ne pourra jamais rivaliser, on ne gagnera pas la concurrence. Ça fait des années qu'on perd à la mondialisation. On ne gagnera pas face aux Chinois à 40% moins cher. Et ça, c'est même des rapports d'un économiste, Thomas Grébin, qui l'a fait pour le commissariat au plan, qui est du CEPI. C'est ce qu'il dit finalement. Il dit, agissons sur la monnaie, protégeons-nous, mais sur la compétition, on perdra. Mais c'est ce que avaient aussi analysé plusieurs chercheurs qui disaient en fait la baisse, la faillite entre guillemets de Renault, même s'ils ne sont pas du tout en faillite, c'est juste qu'ils ont moins de profit et que du coup ils paniquent. Voilà, exactement. Ça reste le capitalisme. Mais en gros, la baisse de Renault, de Stellantis, c'était aussi sur le fait que, notamment Renault, avait misé sur les grosses voitures, sur les gros gabarits qui sont luxueux, donc que les Européens n'achètent pas, ou enfin il n'y a pas un gros commerce là-dessus. Et donc du coup, ils rentrent dans une concurrence où ils ont déjà perdu. Ils sont face à BMW, Alors que si Renault continuait sur sa stratégie, aller sur une stratégie de petites voitures qui peuvent s'acheter partout, qui peuvent aller partout, etc., beaucoup plus légère aussi, parce que, encore une fois, faire des voitures électriques avec un gros gabarit, ça ne sert à rien de faire de l'électrique. Là, ils avaient vraiment une stratégie et une possibilité de s'en sortir en termes d'économie et en termes financiers. Et en fait, c'est aussi qu'ils sont passés à côté de cette stratégie-là parce qu'ils voulaient faire du gros, même au salon de l'auto. Renault, ils proposent des voitures qui sont énormes, etc. C'est pas la stratégie de base de Renault, quoi. Non, bien sûr que non. Et il faut bien sûr que non. Et ils sont mis là parce que je pense pour des raisons de compétition mondiale, du fait aussi que quand on fabrique ces modèles-là, c'est un peu plus rentable quand tu les fabriques en France que quand tu fabriques des petits modèles. Ils ont délocalisé la fabrication de petits modèles. Mais ce que ça prouve aussi, c'est que derrière, il n'y a pas une vision de long terme. Alors, la logique financière de ces grands groupes l'a emporté sur la logique industrielle. Hein. Leur but, c'est quand même de faire en sorte que ça dégage pour donner en haut de l'échelle aux actionnaires. Et il n'y a pas eu de connexion entre ce que voulait développer l'État pour des raisons écologiques, mais aussi sociales, pour que la voiture coûte moins cher, et ce que faisait le constructeur. Or, c'est ce qu'on a toujours fait avant. À un moment... on a fait des choix, parfois qui ont été bons, pour le meilleur comme pour le pire, mais à un moment, on s'est dit, on va avantager le diesel, et on va faire de nos constructeurs français des promoteurs et des moteurs diesel. Ça a fonctionné, et les Français ils ont joué le jeu, ils ont acheté majoritairement du diesel. On s'est rendu compte que c'était un grand polluant. Oui, il y a eu des filouteries. Il y a eu des filouteries, mais en fait, après coup, c'est-à-dire que quand il y a eu les filouteries, là, il y a eu du lobby en disant oui, attention, le Dieselgate, on a truqué les moteurs. Non, le diesel n'est plus polluant. Mais il y a eu une vision à un moment qui a permis de développer. Ouais. Or là, cette vision,
on a loupé les tournants à cause du lobbying sur le diesel, mais on aurait dû l'avoir, par exemple, sur l'électrique, sur la petite voiture, il y a aucune etc. vision sur l'électrique, parce que là, de faire des gros modèles électriques, ça sert à rien. Non, c'est hyper polluant. Et puis, on maîtrise moins, on a du retard sur les technologies. C'est juste du greenwashing pour continuer à produire. Exactement. Et après, on aurait pu faire tout un pan sur la petite voiture. Il y a eu un moment des ouvertures avec des Smart qui sont arrivés, les petites Fiat 500. On aurait pu développer une petite voiture plus économe. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on grossit la taille de la voiture, c'est très difficile après de revenir en arrière. Moi, je voulais parler d'un deuxième sujet avec toi, Thomas, cette semaine, parce que les libéraux ont tremblé de joie ces derniers jours. Les fraudes détectées par la Caisse d'allocation familiale sont en hausse de 13% en 2025 à 508,8 millions d'euros. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat électrique sur ces pauvres qui se gavent et profitent du système. Et j'avoue, j'ai osé rappeler sur X, anciennement Twitter, que la fraude fiscale, elle, est estimée entre 60 et 100 milliards d'euros. Rappel, 1 milliard, c'est 1000 millions. Et oula, j'ai vexé la twittosphère libérale et les 4 000 euros par mois qui défendent les milliardaires qui n'en ont rien à faire d'eux. Thomas, est-ce que on peut le rappeler que fraude sociale et fiscale, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Non, les ordres de grandeur. Alors, il y a ce qu'on appelle l'estimation et ce que l'on détecte réellement dans les faits. Sur les estimations, la fraude fiscale, on est entre 60 et 100 milliards. Hein. Bon, c'est une estimation, c'est très difficile. On peut la centrer à 80 milliards, mais on est sur des dizaines de milliards assurés. Ce que l'on détecte, ce que l'on récupère, c'est à peu près 15 milliards. Mais on est quand même là sur des montants en milliards. Sur la fraude sociale, prenant en compte la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire la fraude au chômage, à la famille dont tu as parlé, à la maladie, à la vieillesse, on est à 6 milliards, et grosso modo à la louche. Et sur la fraude des cotisations sociales, on est quasiment en estimation à 6 milliards, ce qui fait 13 milliards. Donc on est sur des montants. Les cotisations sociales, c'est les patrons. Hein. Les patrons et avec le travail non déclaré. Avec une grosse partie quand même, pour dire la vérité, de très petites entreprises. Hein, oui. Mais on est sur des montants qui sont quand même, allez, on va dire 8 fois moins élevés quand on prend la marge supérieure que la fraude fiscale. Ça, c'est clair et net. Et ce qui est détecté sur ce montant-là de la fraude sociale globale, quand on prend les patrons et les fraudes aux prestations, on est sur 2 milliards. Donc on est sur 7 fois moins que la fraude fiscale. Donc effectivement, la branche famille est la branche où il y a, parmi les fraudes aux prestations sociales, les fraudes les plus élevées, mais on reste, par rapport au montant versé, sur des pourcentages qui sont assez faibles. On est d'accord ici que toute fraude, bien sûr, doit être recouverte et qu'il n'y a pas de raison de frauder aux prestations. Mais c'est clair et net que la fraude fiscale est bien au-dessus que de la fraude sociale. Pourquoi il y a une obsession sur cette fraude aux prestations sociales qui est la plus basse, alors que la fraude fiscale se chiffre, elle, tu l'as dit, en dizaines de milliards ? Moi, je pense que ça a été un travail de longue haleine qui a été fait pour dire qu'en fait, la fraude fiscale, elle est plus compréhensible. Parce que la France est un enfer fiscal, c'est ce qu'on nous dit, parce que les riches ont réussi d'eux-mêmes par leur travail et que payer des impôts, c'est une forme de vol. Et donc, on se dit, faut comprendre les gens, la fraude fiscale, elle est normale. Et puis finalement, est-ce qu'on peut vraiment la retrouver ? C'est compliqué. Alors que pour les pauvres, c'est le travail des autres qui engraisse finalement des feignants, c'est ce qu'on nous dit, parce que le chômage, ce serait un choix personnel. Et donc, le moindre euro de triche, ou le fait que la personne qui ait reçu une aide n'ait pas acheté à 100% des livres et peut-être a acheté une partie, je sais pas moi, une paire de chaussettes à son fils, on va dire, ah là là, c'est pas bien utilisé l'allocation de rentrée scolaire. Donc, on se rend bien compte que voilà, tout ce qui concernerait les pauvres, comme c'est donné par des gens qui travaillent à des gens qui, eux, ont décidé de ne pas travailler, c'est très condamnable, la moindre faute à 1 euro, et en haut, c'est très acceptable. Donc ça a été quand même un lavage de cerveau qui a été fait depuis des années et qui pénètre toutes les couches de la société. Ah bah oui, parce que moi, les défenseurs des milliardaires qui paient moins d'impôts en proportion que eux-mêmes, les défenseurs des milliardaires, c'était vraiment ceux qui gagnaient 3-4 000 euros par mois, qui disent non, je suis pas riche, mais par contre, alors c'est une forme de richesse, 3-4 000 euros par mois, mais qui disaient, ah oui, non, mais quand même, ils ont, comme tu as dit, ils ont travaillé, ils l'ont mérité, etc. Ouais. C'est vraiment un débat philosophique et c'est pour ça que je pense que ça a autant enflammé, parce qu'en fait, tu l'as dit, les pauvres, s'ils prennent 1 euro, etc. Mais à chaque fois, on oublie cette dimension que les milliardaires ne sont pas milliardaires par hasard. Ils sont milliardaires parce qu'il y a les travailleurs qui ont bossé pour eux et qui prennent pas la part de leur entreprise, c'est-à-dire que toute la valeur ajoutée est dans les actionnaires, dans les milliardaires, etc. Et surtout l'héritage. C'est-à-dire qu'il y en a, ils naissent et ils sont déjà
très très bien pour leur vie, ils n'ont pas besoin de travailler. Donc, et beaucoup de milliardaires étaient déjà millionnaires. Mais avant. c'est ça. Voilà. Donc il y a aussi, et les millionnaires aussi, je dis milliardaires, mais milliardaires. Donc il y a aussi toute cette philosophie à revoir de pourquoi les gens sont riches ou pourquoi les gens sont pauvres, en fait, pour aussi être moins énervés sur ce débat. Bien sûr, ouais, tout à fait. Il y a, pareil, ça a été un long travail pour expliquer que les milliardaires ne devaient leur richesse qu'à eux-mêmes. On l'a souvent dit, et ça, c'est à l'échelle mondiale. On se dit, regardez, les plus grands milliardaires sont américains, avec cette idée que, parce que les Américains sont plus forts que, par exemple, des Portugais ou des Africains ou des Français. Donc, il y a vraiment un truc de, c'est le self-made made, et quand vous regardez tous les bouquins qu'il y a sur les gens qui ont réussi, c'est toujours des bouquins, des anecdotes personnelles, sur leur enfance, comment ils étaient, c'était des enfants qui chahutaient en classe, quelle était leur bande de copains. Il n'y a jamais, en fait, de livres expliquant les institutions aussi qui leur ont permis de réussir, de devenir riches, et après, comme tu l'as très bien dit, les travailleurs qu'ils emploient. Et moi, je trouvais qu'il y a quelques milliardaires qui avaient parfois des regards justes. C'était Warren Buffett, un milliardaire plutôt classé à gauche, qui disait que, lui, il était devenu milliardaire parce qu'il était né dans un pays où il y avait des institutions fortes et qu'il avait pu être dans un domaine où on pouvait gagner beaucoup d'argent, mais que s'il était né au Bangladesh, lui-même l'a dit, tous les jours, il devrait se battre pour pouvoir juste se nourrir. Et ça, c'est une réalité. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance. On candidate à la TNT francilienne. La télévision gratuite est trop importante pour le pluralisme et l'accessibilité pour être laissée aux seuls grands groupes. Toutes nos équipes, nos techniciens, techniciennes et journalistes sont prêtes. Des millions de citoyens et citoyennes attendent le feu vert de l'Arcom. On a besoin de vous dans ce combat. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.